Bonjour, ma chérie. Ta mère, une folle, refuse de nous laisser entrer. Nous sommes dans l'escalier avec nos valises. C'est ce que j'ai entendu ma belle-fille Rebecca crier au téléphone, pendant que je sirotais tranquillement ma tisane à la camomille dans mon salon. Elle frappait à ma porte comme une folle depuis 2 heures, avec mes 4 petits-enfants qui pleuraient dans le couloir. 2 heures de vacarme, réveillant tous les voisins en hurlant que j'étais une vieille folle et cruelle. Sais-tu ce qui m'a le plus blessée? Que mon propre fils Hugo soit rentré du travail en courant, abandonnant tout simplement parce que sa femme lui avait dit que sa mère était devenue folle. Il est arrivé en sueur, la cravate de travers, essayant de mettre sa clé dans ma serrure. Mais bien sûr, sa clé ne fonctionnait plus, car j'avais changé les serrures il y a exactement 3 semaines et je l'avais prévenu. Je les avais prévenus tous les deux. Mais commençons par le début, car cette histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Je m'appelle Julieta, j'ai 71 ans et, depuis 15 ans, je suis la grand-mère la plus généreuse, la belle-mère la plus compréhensive et la mère la plus dévouée qu'on puisse imaginer. J'ai vécu pour cette famille. Je leur ai donné toute ma vie. Quand Hugo a épousé Rebecca, j'ai été la première à l'accueillir à bras ouverts. C'était une jolie jeune fille aux cheveux bruns, toujours impeccablement coiffée, avec cette robe rouge qu'elle portait aux réunions de famille. Elle semblait si gentille, si polie. Quelle erreur! Mais naïve comme j'étais, je pensais enfin avoir la fille que je n'ai jamais eue. Je leur ai prêté de l'argent pour la compte de leur première maison, $1000 de mes économies. De l'argent que j'avais économisé penny par penny pendant des années, en travaillant comme secrétaire dans ce bureau horrible où ils me criaient dessus tous les jours. $1000 qu'ils ne m'ont jamais rendus. Quand je demandais, Hugo me répondait, « Maman, tu sais comment c'est. On te paie le mois prochain. » Et le mois suivant n'est jamais arrivé. Puis les petits-enfants sont nés, l'un après l'autre, 4 petits anges qui sont devenus le centre de mon univers. C'est moi qui m'occupais d'eux quand Rebecca voulait sortir avec ses amis. C'est moi qui leur achetais des vêtements, des jouets et des fournitures scolaires. Je dépensais mes quelques dollars pour eux avant moi. Mon réfrigérateur était toujours rempli pour leur visite, même si cela signifiait manger du pain et du beurre pendant des jours. Sais-tu combien j'ai dépensé en cadeaux d'anniversaire et de Noël pendant ces années-là? Plus de $1000. $8000 qui provenaient de ma maigre pension pendant qu'ils vivaient dans leur belle maison avec 2 voitures au garage. Mais j'étais heureuse de le faire. Je pensais que c'était comme ça qu'on construisait une famille soudée. Rebecca avait l'habitude de m'appeler quand elle avait besoin de quelque chose. Julieta, peux-tu garder les enfants ce week-end? Julieta, peux-tu nous prêter de l'argent pour l'inscription à l'école? Julieta, peux-tu faire ton fameux gâteau pour la fête? Et j'ai toujours dit oui, toujours, parce que c'est à ça que servent les mères et les grands-mères, non? Mais il y a 3 mois, tout a changé. Rebecca m'a appelé un mardi soir, de cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose d'important. Julieta, j'ai une excellente nouvelle. Hugo a décroché un projet professionnel dans une autre ville, et nous serons absents pendant exactement 3 mois. Tu imagines? 3 mois entiers. J'étais ravie à l'idée que mon fils aurait enfin la chance de s'épanouir professionnellement. C'est super, ma fille, leur ai-je dit. Mais le coup dur est arrivé. Oh, Julieta, mais on a un petit problème. On ne peut pas emmener les enfants parce qu'ils vont changer souvent d'école, et tu sais comme les enfants sont petits avec les changements. Alors on s'est demandé, qu'en penses-tu s'ils restent avec toi pendant ces 3 mois? 4 enfants dans mon 2 pièces, pendant 3 mois entiers. Rebecca, lui ai-je dit, mon appartement est trop petit, et je suis trop vieille pour m'occuper de 4 enfants toute la journée. De plus, ma santé n'est pas très bonne ces derniers temps. Mais elle a insisté. Oh, Julieta, s'il te plaît. Tu es la seule en qui nous avons confiance, et les enfants t'aiment tellement. J'ai fini par accepter, comme toujours, mais j'ai posé une condition. Il devait attendre la fin de mon opération de la vésicule biliaire. Oui, car il s'est avéré que j'avais une opération importante prévue dans 1 mois, ce qu'ils savaient parfaitement. Je leur ai expliqué que j'aurais besoin d'au moins 6 semaines de convalescence, que le médecin m'avait conseillé de ne pas faire d'efforts, ni de stress. Rebecca m'a dit que c'était parfait, qu'elle comprenait parfaitement, qu'ils attendraient que je sois complètement rétablie. Même Hugo m'a appelé pour me confirmer qu'il n'y avait pas d'urgence, que ma santé passait avant tout, qu'il s'était avéré être des menteurs. J'ai été opérée il y a 50 semaines. 5 semaines de douleur, alitée, à peine capable d'aller à la cuisine. Ma voisine Eloya a été un ange, m'apportant à manger, m'aidant pour les choses essentielles. Car vous savez qui n'est pas venu une seule fois pendant ma convalescence? Exactement. Ni Hugo, ni Rebecca, ni mes chers petits-enfants. Et maintenant? Nous y voilà. Rebecca frappe à ma porte comme une folle, hurlant que je suis une vieille femme cruelle, que comment ai-je pu ne pas ouvrir après tant d'heures de voyage, que les enfants sont fatigués et affamés, que leurs valises sont lourdes et que c'est cruel de les laisser dans l'escalier.
Mais ce qui me fait le plus mal, c'est d'entendre Hugo de l'autre côté de la porte avec cette voix suppliante que je connais depuis que je suis tout petit. Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. On veut juste te parler. Les enfants ont peur. Mais tu sais quoi? Pour la première fois de ma vie, je ne vais pas ouvrir cette porte. Pour la première fois en 71 ans, Julieta va dire non, et je vais lui expliquer exactement pourquoi, même si ça me fait mal au cœur. De ma fenêtre, je les vois là-bas, dans l'escalier de l'immeuble. Rebecca, les cheveux parfaitement coiffés comme toujours, vêtue de cette robe verte qui lui va si bien, portant une valise géante. Les 4 enfants sont assis sur les marches. Le plus jeune a à peine 3 ans et pleure. Hugo s'écarte, passe ses mains dans ses cheveux, désespéré car sa clé ne fonctionne plus. Tu veux savoir pourquoi j'ai changé les serrures? Parce qu'il y a exactement un mois, alors que j'étais encore au lit après mon opération, Hugo et Rebecca sont venus chez moi. Je pensais qu'ils venaient enfin me voir, pour savoir comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose. Quelle naïveté. Ils sont entrés comme si de rien n'était, Hugo avec sa clé, et sont allés fouiller mon appartement. Oui, comme tu l'as entendu. Ils inspectaient chaque recoin, mesuraient les espaces, déplaçaient mes meubles. Rebecca a ouvert mes placards, vérifié mon réfrigérateur, elle a même ouvert les tiroirs de ma commode. Hugo est entré dans les chambres avec son téléphone. Que faites-vous? Leur ai-je demandé depuis mon lit, encore sous les points de suture douloureux de l'opération. Oh, maman, ne t'inquiète pas, m'a dit Hugo. On essaie juste de mieux arranger les choses quand on reviendra avec les enfants. Rebecca a besoin de savoir où elle va mettre sa chose. Ses affaires. Rebecca allait apporter ses affaires chez moi, mais si seulement. C'était pour 3 mois. Alors pourquoi avait-elle besoin d'apporter autant de choses? Rebecca m'a expliqué avec son faux sourire que puisqu'elles allaient rester là si longtemps, elle devait apporter ses vêtements, ses produits de beauté, des meubles pour que les enfants soient à l'aise. Des meubles. En fait, pour avoir des meubles, il fallait remplacer complètement mon salon, mon canapé, où j'ai regardé la télévision pendant 10 ans, où j'ai pleuré à la mort de mon mari, où je cousais les vêtements de mes petits-enfants. Ce canapé a dû aller au sous-sol, car il n'était pas adapté aux enfants. Ma table de salle à manger, celle que ma mère m'avait offerte il y a 30 ans, a également dû être rangée car elle était trop fragile. Rebecca avait fait toute une liste de tout ce que je devais changer dans ma propre maison. Ma propre maison. Le lit de ma chambre a dû être déplacé dans le salon car elle et Hugo auraient besoin de la chambre principale. Je dormirais sur un matelas gonflable dans le salon avec les 4 enfants. Un matelas gonflable matelas. À 71 ans, avec des problèmes de dos et récemment opéré, j'allais dormir sur un matelas gonflable dans mon salon, mais Rebecca avait une explication à tout. Julieta, tu comprends qu'on a besoin d'intimité. De plus, à ton âge, on n'a plus besoin d'autant d'espace. Cette phrase est restée gravée dans mon cœur comme un couteau. À ton âge, on n'a plus besoin d'autant d'espace. Comme si, parce que j'étais plus âgée, mon confort, ma dignité, mes affaires n'avaient plus d'importance, comme si j'étais une gêne chez moi. Mais le pire est arrivé plus tard. Hugo a sorti des papiers de sa poche. Maman, il faut que tu signes ça. C'est juste un document qui dit qu'on peut prendre des décisions concernant l'appartement pendant qu'on est ici. Tu sais, en cas d'urgence ou de besoin de prendre des dispositions, prends des décisions concernant mon appartement. Mon appartement que j'ai acheté avec l'argent de mon travail, que j'ai payé pendant 20 ans, où se trouvent tous mes souvenirs, mes photos, les affaires de mon défunt mari. Ils voulaient que je leur donne un pouvoir légal sur ma maison. J'ai dit ils ont dit non, que j'avais besoin de temps pour réfléchir, que je venais de sortir de l'hôpital et que je ne pouvais pas prendre de décision importante. Rebecca a fait cette grimace qu'elle fait quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, comme une enfant gâtée. Oh, Julieta, mais il faut qu'on s'organise. On a déjà acheté les billets, déjà. On a tout arrangé au travail d'Hugo. Ils ont déjà acheté les billets. Sans me demander si j'étais rétablie, sans me confirmer si j'étais toujours d'accord. C'est là que j'ai compris que pour eux, mon avis ne comptait pas. J'étais juste la grand-mère commode, celle qui résout les problèmes sans poser de questions. Ce soir-là, après leur départ, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement de mon mari. J'ai pleuré pour ma naïveté, pour toutes les années où j'ai cru qu'ils m'appréciaient, pour toutes les fois où j'ai fait passer leurs besoins avant les miens. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que pour mon propre fils, je n'étais qu'une employée bénévole. Le lendemain, j'ai appelé le serrurier. J'ai changé toutes les serrures de mon appartement. Quand Hugo m'a demandé pourquoi j'avais fait ça, je lui ai dit la vérité. Parce que c'est chez moi, et personne n'entrera ici sans ma permission. Pas même toi. Il s'est mis en colère. Il m'a crié que j'exagérais, que j'agissais comme une folle, qu'il voulait juste m'aider à ne pas être seule. M'aider en me privant de mon lit, de mes meubles, de mon intimité, de ma dignité. C'était ça, de l'aide.
Rebecca était pire. Elle m'a appelé en pleurant, disant que j'étais une belle-mère cruelle, comment j'avais pu faire ça à mes propres petits-enfants, qu'ils avaient compté sur moi, qu'ils avaient déjà tout prévu, qu'à cause de moi, les enfants ne pourraient pas être avec leur père pendant ces 3 mois si importants pour sa carrière. Un mensonge. Tout était mensonge, car j'ai appris plus tard par ma voisine Eloisa, dont la sœur travaillait dans la même entreprise qu'Hugo, qu'il n'avait pas de projet particulier, qu'il avait simplement décidé de louer sa maison pendant 3 mois pour arrondir ses fins de mois. Ils avaient trouvé des touristes qui les payaient très bien pour rester chez eux pendant la haute saison. Tu vois? Ce n'était pas un projet professionnel, c'était une affaire. Ils voulaient gagner de l'argent en louant leur maison, et j'étais la solution idéale pour éviter de dépenser de l'argent en hôtel ou en garderie. J'étais la garderie gratuite, la domestique non rémunérée, celle qui allait sacrifier son confort pour qu'ils puissent faire des affaires. Et quand je leur ai dit non, quand pour la première fois de ma vie j'ai posé des limites, je suis devenue la méchante de l'histoire, la grand-mère cruelle, la belle-mère folle, la vieille dame égoïste qui ne veut pas aider sa famille. Mais tu sais ce que j'ai découvert ces semaines-là? J'ai découvert que c'est normal de dire non, que c'est normal de défendre mon espace, ma dignité, ma tranquillité d'esprit, que je ne suis pas une mauvaise personne parce que je ne me laisse pas abuser. En ce moment, ils sont là-bas à faire du vacarme, à réveiller tout le quartier. Hugo essaie sans cesse de rentrer sa vieille clé. Rebecca n'arrête pas de crier que je suis folle. Les enfants pleurent et j'ai le cœur brisé, mais je ne vais pas ouvrir cette porte. Non, cette fois, j'entends les pas d'Hugo qui montent les escaliers. Ses chaussures en cuir résonnent à chaque marche comme des coups de marteau sur mon cœur. Toc, toc, toc. Maintenant, il frappe à ma porte, mais différemment de Rebecca. Il frappe doucement, désespérément. Maman, c'est moi, Hugo. Ouvre la porte, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Les enfants sont fatigués. Ils ont fait 8 heures de bus. Écoute, je sais que tu es bouleversée, mais on peut arranger ça en famille. En famille. On est une famille maintenant. Quand j'avais besoin qu'ils viennent me voir pendant ma convalescence, quand j'étais seule effrayée après l'opération, où était cette famille? Quand ils vendaient mon confort comme si c'était une marchandise bon marché. On était une famille. Alors, maman, s'il te plaît. Je sais que tu as changé les fers à cheval. Je comprends que tu sois bouleversée, mais pense aux enfants. Le petit Massia a à peine 3 ans, il pleure et ne comprend pas pourquoi grand-mère ne nous laisse pas entrer. Oh, ce garçon. Massia est mon point faible, et Hugo le sait parfaitement. C'est le plus jeune de mes petits-enfants, avec ses grands yeux et ce sourire qui me fait fondre. Quand il était bébé, je le gardais tous les week-ends pour que Rebecca puisse se reposer. Je lui achetais des couches, son lait, ses vêtements. Je dépensais $150 par mois rien que pour lui. J'entends leurs pleurs d'ici, et j'ai le cœur brisé, mais je ne peux pas céder. Pas cette fois, parce que si j'ouvre cette porte maintenant, si je les laisse entrer, je leur montrerai qu'ils peuvent me piétiner quand ils veulent, que mes sentiments n'ont aucune importance, qu'il suffit d'avoir des enfants pour que je devienne leur esclave obéissante. Hugo continue de parler depuis le couloir. Maman, Rebecca est très bouleversée. Elle dit que tu lui as crié dessus au téléphone il y a 3 semaines, que tu lui as raccroché au nez quand elle a appelé pour confirmer la date, que tu agis très bizarrement depuis ton opération. Étrange. Bien sûr que j'ai été bizarre. J'ai pensé à quelque chose que je n'avais apparemment jamais fait auparavant. Je me suis souvenu, j'ai calculé. En additionnant tous les dollars que j'ai dépensés pour eux, toutes les fois où ils ont dit oui et m'ont ensuite remboursé avec mépris. Cet appel dont Hugo parle remonte à exactement 20 jours. Rebecca m'a appelé comme si de rien n'était, avec cette douce voix fausse. Julieta, ma chérie, tu vas mieux maintenant. Tant mieux, car il faut qu'on confirme pour les enfants. On arrive vendredi soir. Vendredi. Quel vendredi? Lui ai-je demandé. Vendredi de cette semaine, a-t-elle répondu comme si c'était une évidence. On a déjà acheté les billets, on a déjà tout organisé. Les enfants sont ravis de passer du temps avec la grand-mère. Je lui ai expliqué que le médecin m'avait dit que j'avais besoin d'au moins 8 semaines de repos complet, que j'avais encore beaucoup de douleurs, que j'arrivais à peine à porter un sac de course, et que comme j'allais m'occuper de 4 enfants pleins d'énergie, j'avais besoin de plus de temps. Oh, Julieta, mais tout est déjà organisé. De plus, tu ne les porteras pas, ils sont déjà grands. Tu dois juste être là, les nourrir, les laver, les aider à faire leurs devoirs. Des choses simples. Simples. Cuisiner pour 6 personnes 3 fois par jour, c'est simple. Laver des montagnes de linge sale, c'est simple. Se lever au milieu de la nuit quand ils font des cauchemars, non? Tout ça à 71 ans, tout juste sorti d'une opération, c'est simple. Je lui ai dit non. Pour la première fois en 15 ans, j'ai dit non à ma belle-fille,
que j'avais besoin de plus de temps de convalescence, qu'il chercherait une autre option pour l'instant, que peut-être dans 1 mois ou 2 on pourrait en reparler. Elle était furieuse. Julieta, tu ne peux pas nous faire ça. On a déjà payé les amendes, on a déjà remis la maison au locataire. Quoi? Que allons-nous faire des enfants? On va les laisser à la rue? Il n'allait pas les laisser à la rue. Rebecca a 2 sœurs, une mère et plusieurs cousins. Hugo a des amis et des collègues. Il y a des garderies, des baby-sittés, etc. Mais bien sûr, toutes ces options sont payantes. Et j'étais l'option gratuite. Quand je leur ai suggéré de chercher d'autres alternatives, il m'a crié « Tu es leur grand-mère. C'est ton devoir de prendre soin d'eux. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Pense à quelqu'un d'autre que toi, pour une fois dans ta vie. » Egoist. Moi, qui ai dépensé plus de 000 $ pour cette famille ces dernières années. Moi qui ai arrêté d'acheter des vêtements neufs pour pouvoir payer les uniformes scolaires de mes petits-enfants. Moi qui mangeais des haricots toute la semaine pour pouvoir les emmener manger des hamburgers le dimanche. Je lui ai raccroché au nez. Pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez de quelqu'un de ma famille, et ça m'a libérée. Mais maintenant, Hugo est là, utilisant les enfants comme un bouclier émotionnel. Maman, Massia te demande. Il dit qu'il veut voir grand-mère Julieta. Carmen et Luis sont aussi perplexes. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas venir chez toi comme d'habitude. Bien sûr qu'ils ne comprennent pas, car pour eux, j'ai toujours été la grand-mère disponible, celle qui ne dit jamais non, celle avec des bonbons dans son sac et de l'argent pour une glace. Je n'ai jamais. Ils m'ont expliqué que grand-mère est aussi une personne avec des sentiments, des besoins, des limites. Maman, s'il te plaît, je suis désespérée. Je n'ai personne à qui les emmener ce soir. Je pensais que tu avais changé d'avis. Rebecca était sûre que tu nous verrais quand tu nous as vus ici avec les enfants. C'est la vérité. Rebecca en était sûre. Ils ont parié sur ma faiblesse émotionnelle. Ils sont venus à l'improviste, sans confirmation, car ils savaient que s'ils me mettaient devant le fait accompli, je n'aurais pas le cœur de dire non. Ils ont bien calculé mon amour pour les petits-enfants, mais ils ont sous-estimé ma fatigue d'être traitée comme un objet. Je jette un coup d'œil par le judas de la porte. Hugo a l'air vraiment désespéré. Il a des cernes sous les yeux, les cheveux en bataille, la cravate de travers. Rebecca s'est approchée aussi et se tient à côté de lui, mais son expression est différente. Elle n'a pas l'air désespérée, elle a l'air furieuse. Elle a ce regard qu'elle a quand les choses ne vont pas comme elle le souhaite. Julieta, c'est Rebecca. Il faut qu'on parle sérieusement. Tu ne peux pas te comporter comme une enfant gâtée. Tu as des responsabilités envers cette famille. Des responsabilités. Quelles sont mes responsabilités, exactement? Parce que personne ne m'a donné de manuel stipulant que j'ai l'obligation de sacrifier ma santé, mon confort et mon argent pour des décisions que d'autres prennent sans me consulter. Écoute, je sais que tu es contrarié parce qu'on a changé de plan, mais c'est la vie, il faut s'adapter. Hugo a une opportunité d'emploi très importante, et tu es la seule à pouvoir nous aider. Mensonge. Ils continuent de mentir parce que je connais déjà la vérité sur leur offre d'emploi. Je sais déjà qu'ils font des affaires avec leur maison, gagnent 500 $ par mois et la louent à des touristes étrangers. De l'argent qu'ils vont économiser pendant que je dépense mes économies pour nourrir et prendre soin de leurs enfants. Julieta, ouvre cette porte tout de suite. Les enfants sont fatigués, affamés et effrayés. Si tu ne l'ouvres pas dans 5 minutes, j'appelle la police et je leur dis qu'une femme âgée met 4 personnes en danger. Menace. La police menace d'appeler la police parce que je n'ouvre pas ma propre maison, parce que je n'accepte pas qu'on m'envahisse sans mon consentement. Hugo sale de la cama. Rebecca, s'il te plaît, ne dis pas ça. Maman, elle n'est pas sérieuse, on est juste désespéré. Mais je sais qu'elle l'est. Je connais Rebecca depuis 15 ans. Quand elle veut quelque chose et qu'elle ne peut pas l'obtenir facilement, elle utilise les menaces, le chantage, la manipulation émotionnelle. Et maintenant que j'ai osé la défier, elle va déployer toute sa force. De ma fenêtre, je vois un petit groupe de voisins se former dans la cour de l'immeuble. Madame Mercedes, du 2e étage, est penchée sur son balcon, observant toute la scène. Don Roberto, du 1er étage, est sorti avec son chien et est resté là, faisant semblant de ne rien voir, mais écoutant chaque mot que Hugo et Rebecca criaient. Et voilà mon ange gardien. Eloisa, ma voisine d'accent grave côté, sort de sa porte et se dirige droit vers l'endroit où se trouvent des enfants sont assis dans l'escalier. Eloisa a 68 ans, elle est veuve comme moi, et pendant ces semaines de convalescence, elle est devenue la sœur que je n'ai jamais eue. Que se passe-t-il ici? Demande-t-elle à Hugo de cette voix ferme qu'elle utilise quand quelque chose ne va pas. Les enfants pleurent, ils font du vacarme dans tout l'immeuble. Tu ne vois pas qu'il y a des gens qui essaient de se reposer?
Hugo la regarde avec désespoir. Eloisa, Dieu merci, tu es là. Ma mère a changé les fers à cheval et ne veut pas nous laisser entrer. J'ai besoin que tu m'aides à la convaincre. Les enfants n'ont nulle part où dormir ce soir. Eloisa lève les yeux vers moi, vers ma fenêtre, et je lui fais un signe discret. Elle comprend immédiatement. Eloisa est la seule personne à connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Elle a été témoin de ma douleur, de mes pleurs, de mon désespoir quand j'ai compris comment il se servait de moi. Oh, alors tu as changé les fers à cheval, dit Julieta d'une voix forte pour que tout le monde puisse entendre. C'est intéressant. Et pourquoi une dame aussi gentille que Julieta ferait-elle ça? Rebecca s'approche d'Eloisa avec ce sourire faux qu'elle utilise quand elle veut séduire quelqu'un. Eloisa, tu la connais bien. Tu sais que Julieta est parfois un peu difficile. Depuis son opération, elle est très étrange, très paranoïaque. On veut juste rester quelques mois, le temps qu'Hugo travaille. Quelques mois, dit Eloisa en haussant un sourcil. Et Julieta était d'accord, car la semaine dernière, elle m'a raconté une histoire bien différente. Hugo devient nerveux. Quelle histoire, maman? Parfois, il exagère. Tu sais comment sont les personnes âgées. Les personnes âgées. Eloisa a l'air offensée. Écoute, jeune homme, je suis aussi une personne âgée, et je t'assure que mon esprit fonctionne parfaitement, tout comme celui de Julieta. D'ailleurs, elle m'a dit quelque chose de très intéressant sur vous deux. Rebecca Pallet. Quoi? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Eloisa sourit, mais ce n'est pas un sourire amical. C'est le sourire de quelqu'un qui s'apprête à lâcher une bombe. Elle m'a dit que tu voulais qu'elle signe des papiers pour te donner le contrôle de son appartement, que tu voulais prendre ses meubles, son lit, et la faire dormir sur un matelas gonflable dans le salon. C'est vrai? Hugo tente de m'expliquer. Non, ce n'est pas comme ça. On voulait juste s'organiser. Mieux encore, fais quelques ajustements temporaires pour que tout le monde soit à l'aise. Tout le monde soit à l'aise, dit Eloisa de plus en plus fort. Julieta allait se sentir bien en dormant par terre dans son propre salon. À 71 ans, récemment opérée, elle allait se sentir bien. Les voisins qui faisaient semblant de ne pas entendre s'approchent. Madame Mercedes descend de son appartement. Don Roberto laisse son chien et rejoint le groupe. Maintenant, nous sommes un spectacle public. Exactement ce que Rebecca voulait éviter. D'ailleurs, poursuit Eloisa, elle m'a dit que tu louais déjà ta maison depuis 3 mois, que ce n'était pas un projet professionnel, mais une entreprise, que tu allais gagner $500 par mois pendant que Julieta dépensait ses économies pour s'occuper de tes enfants. C'est vrai? Demande Madame Mercedes, l'air scandalisé. Tu vas gagner de l'argent pendant que la pauvre petite Julieta se sacrifie. Rebecca est furieuse. Ce ne sont pas tes affaires. Ce sont des problèmes de famille, et Eloisa ne devrait pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. Je m'en fiche, dit Eloisa en haussant la voix. Bien sûr que je m'en fiche. Julieta est mon amie, ma voisine. Pendant sa convalescence, je l'ai vue pleurer tous les soirs. Je l'ai vue inquiète, effrayée, avec l'impression que sa propre famille l'avait abandonnée. Sais-tu combien de fois ils sont venus lui rendre visite après son opération? Pas une seule. Hugo a l'air gêné. Eloisa, on était occupés à préparer le voyage, à tout organiser. Mensonge, Hurl Eloisa. Ils étaient occupés à compter l'argent qu'ils allaient gagner. Julieta m'a montré les messages WhatsApp où Rebecca lui disait qu'elle devait signer les papiers d'autorisation. Il voulait lui prendre le contrôle de sa propre maison. Les voisins sont horrifiés. Don Roberto secoue la tête avec dégoût. J'ai des enfants aussi, dit-elle, mais je n'oserais jamais abuser de ma mère comme ça. Rebecca est désespérée maintenant. Tu ne comprends rien. Julieta est la grand-mère, elle a des obligations envers ses petits-enfants. Des obligations, dit Madame Mercedes. La seule obligation d'une grand-mère est d'aimer ses petits-enfants, de ne pas sacrifier sa santé et son argent aux caprices de parents irresponsables. Julieta crie à Rebecca en direction de ma fenêtre. Descends tout de suite. Arrête de faire l'enfant. Ce sont tes petits-enfants et ils ont besoin d'un endroit où dormir. Mais maintenant, je ne suis plus seule. Maintenant, j'ai du soutien, des témoins, des gens qui comprennent ma situation. Je me sens plus forte, plus en sécurité. J'ouvre complètement ma fenêtre et je regarde dehors. Rebecca, Hugo, je vous ai dit très clairement il y a 3 semaines que je ne pouvais pas encore vous voir, que j'avais besoin de plus de temps pour récupérer. Vous avez décidé de venir quand même, sans ma permission, pariant que je n'aurais pas le courage de dire non. Mais ce sont vos petits-enfants, crie Rebecca. Vous ne pouvez pas les laisser dans la rue. Je ne vous laisse pas dans la rue. Vous vous êtes fait amener ici sans prévenir. Tu as pris cette décision irresponsable,
et tu dois trouver une solution. Hugo me regarde avec ses yeux de petit garçon qu'il utilisait quand il voulait l'impossible. Maman, s'il te plaît, je te promets que cette fois, ce sera différent. On ne te demandera pas d'argent, on ne t'embêtera pas, on a juste besoin d'un endroit où loger. Comme la fois où tu m'as promis de rendre les 1 000 $ en 6 mois, je lui crie dessus. Comme la fois où tu m'as promis que je garderais Massia seulement quelques heures et que tu as disparu tout le week-end. Les voisins sont de plus en plus indignés. Eloisa a les bras croisés et une expression de fureur totale. Julieta, tu n'as à te justifier auprès de personne. C'est ta maison, et c'est toi qui décides qui entre et qui n'entre pas. Don Roberto oche la tete. Absolument. Et si ces jeunes ne comprennent pas ça, peut-être qu'ils ont besoin qu'on leur explique mieux. Rebecca réalise qu'elle est en train de perdre la bataille de l'opinion publique. Il change de stratégie et se met à pleurer. S'il te plaît, Julieta, tu ne sais pas à quel point je suis désespérée. Hugo et moi avons vraiment besoin de ces 3 mois. C'est une occasion unique pour nous. Une occasion unique de gagner de l'argent facilement pendant que je me sacrifie, je crois. Mais je ne vais plus céder à leurs larmes de crocodile. S'ils ont vraiment besoin de ces 3 mois, qu'ils trouvent une autre solution. Ils loueront un appartement, séjourneront à l'hôtel, demanderont de l'aide à d'autres membres de la famille, mais ils ne régleront pas leurs problèmes au détriment de ma santé et de ma tranquillité d'esprit. Hugo est désespéré maintenant. Maman, que devons-nous faire pour que tu nous pardonnes? Dis-moi ce que tu veux et on le fera. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'ils me respectent. Je veux qu'ils comprennent que je suis une personne, pas une employée. Je veux qu'ils reconnaissent qu'ils m'ont maltraité pendant des années. Et je veux qu'ils cherchent d'autres solutions sans m'impliquer, mais surtout, je veux qu'ils quittent mon immeuble immédiatement et me laissent tranquille. Rebecca s'arrête brusquement de pleurer lorsqu'elle réalise que ses larmes ne fonctionnent pas. Son visage change du tout au tout, comme si elle avait enlevé un masque. Je vois maintenant la vraie Rebecca, celle qui était toujours là, mais que je refusais de reconnaître. D'accord, Julieta, dit-elle d'une voix froide qui me fait froid dans le dos. Si c'est comme ça que tu veux jouer, jouons. Hugo, appelle ton cousin Anselmo, l'avocat. Anselmo, l'avocat. Mon cœur s'emballe. Anselmo est le fils de la sœur de mon défunt mari, un jeune homme ambitieux que je n'ai jamais aimé. Depuis tout petit, il avait ce regard calculateur, comme s'il évaluait combien d'argent tu pouvais lui donner. Pourquoi veux-tu appeler Anselmo? Demande Hugo nerveusement. Pour montrer à ta mère qu'elle ne peut pas abandonner ses petits-enfants comme ça. Nous allons prouver qu'elle est mentalement instable, qu'elle est incapable de prendre des décisions importantes. Une personne âgée qui laisse 4 jeunes enfants dans la rue a clairement besoin d'une aide psychiatrique. Les voisins se regardent avec horreur. Don Roberto S. Evans. Mademoiselle, c'est une accusation très grave et totalement fausse. Eloya est furieuse. Rebecca, comment oses-tu? Julieta est la personne la plus sensée et la plus sensée que je connaisse. C'est toi qui agis de manière irrationnelle, qui débarque sans prévenir et qui exige qu'on la laisse entrer. Rebecca l'ignore complètement. Hugo, compose le numéro d'Anselmo. Il faut que nous enregistrions tout ça. Le refus irrationnel de ta mère d'aider sa famille, son comportement paranoïaque qui change la donne. Son abandon des petits-enfants. Abandon. J'abandonne mes petits-enfants. La personne qui a dépensé plus de 1 000 $ pour ses enfants ces dernières années les abandonne parce qu'elle refuse d'être maltraitée. Hugo Tremble. Rebecca, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Maman n'abandonne personne, elle est juste bouleversée. Bien sûr que c'est une bonne idée, hurle Rebecca. Ta mère se comporte comme une folle. Regarde ses enfants. Elle les traumatise. Je baisse les yeux et vois mes 4 petits-enfants. Massia, le plus jeune, pleure en silence, serrant sa valise dans ses bras. Carmen, 6 ans, a ce regard confus que les enfants ont quand ils ne comprennent pas pourquoi les adultes crient. Louis, 8 ans, essaie de réconforter son petit frère, et Sophia, l'aînée, 10 ans, me regarde droit dans les yeux avec une expression qui me brise le cœur. Ces enfants ne sont responsables de rien. Ils n'ont pas décidé de venir ici sans prévenir. Ils ne savaient pas que leurs parents utilisaient ma maladie comme prétexte pour gagner de l'argent facile. Ils savent seulement que grand-mère, qui les avait toujours accueillis à bras ouverts, a maintenant fermé la porte. Mais je ne peux pas céder. Si je cède maintenant, si j'ouvre cette porte par pitié pour les enfants, je leur apprendrai que le chantage affectif fonctionne. Je leur dirai qu'il est acceptable de maltraiter les personnes âgées si l'on utilise les enfants comme bouclier. Eloya monte l'escalier jusqu'à mon étage et frappe doucement à ma porte. Julieta, c'est moi. Ça va? Je vais bien, Eloisa. Merci de me soutenir. Tu as besoin que j'appelle quelqu'un? La police, peut-être.
Du bas, Rebecca hurle, oui. Appelle la police pour qu'elle vienne voir comment une vieille femme met en danger 4 mineurs. Hugo trouve enfin le courage de contredire sa femme. Reba, ça suffit. On ne va pas appeler la police pour ma mère. Oh non. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Qu'on reste ici toute la nuit dans l'escalier? Que les enfants dorment par terre? Je propose qu'on trouve un hôtel, crie finalement Hugo. Je propose qu'on accepte que maman ait le droit de dire non. Je propose qu'on arrête de se comporter comme si elle nous devait quelque chose. Jehalte. Hugo vient vraiment de me défendre. Mon fils voit enfin ce que sa femme a fait à sa mère toutes ces années. Rebecca le regarde comme si je l'avais giflé. Un hôtel. Comment allons-nous payer un hôtel pendant 3 mois? Dorsfo. Avec l'argent qu'ils vont gagner en louant leur maison, dit Eloya depuis ma porte. Ce n'est pas comme ça. Le visage de Rebecca devient rouge de fureur. Ce n'est pas suffisant. Après avoir payé les impôts et les commissions, il nous reste à peine $1000 par mois. On ne peut pas payer l'hôtel, la nourriture et la garde d'enfants avec ça. C'est la vérité. Il admet enfin que c'est un business, que tout ça. Le drame, c'est parce que l'affaire n'est pas rentable s'ils doivent payer leurs propres dépenses. Don Roberto Rittermeerment. Alors peut-être qu'ils n'auraient pas dû faire ce business s'ils ne pouvaient pas en assumer les conséquences. Madame Mercedes hoche la tête. Exactement. Personne ne les a forcés à louer leur maison. C'était leur décision, et les décisions ont des conséquences. Rebecca perd complètement le contrôle. Tu ne comprends rien. Julieta a l'obligation morale d'aider sa famille. C'est à ça que servent les grands-parents. C'est pourquoi je crie depuis ma fenêtre. Nous, les grands-parents, existons pour être exploités, pour sacrifier notre santé et notre argent pour que tu puisses faire des affaires. C'est ma seule fonction dans cette famille. Oui, crie Rebecca sans réfléchir. Exactement, c'est pour ça. Le silence qui suit est assourdissant. Même les enfants cessent de pleurer. Les voisins la regardent avec horreur. Hugo se couvre le visage de ses mains. Rebecca comprend ce qu'elle vient de dire, mais c'est trop tard. Les mots restent suspendus dans l'air comme un aveu complet de ce qu'elle pense vraiment de moi. Eloya parle d'une voix très calme, mais pleine d'indignation. Julieta, tu as entendu ça? As-tu entendu ce qu'ils pensent vraiment de toi? Je l'ai entendu, et je pense que tout le monde l'a entendu. Don Roberto secoue la tête avec dégoût. Sonora Rebecca, vous venez de démontrer exactement pourquoi Sonora Julieta a raison de ne pas vous ouvrir sa porte. Sonora Mercedes est indignée. Quelle honte de parler ainsi à la grand-mère de ses enfants. Ma mère se retournerait dans sa tombe si l'un d'entre nous lui avait parlé ainsi. Hugo lève enfin la tête. Rebecca, comment as-tu pu dire ça? Comment as-tu pu parler ainsi à ma mère? J'ai dit la vérité, hurle Rebecca. La vérité que tout le monde connaît, mais que personne n'ose dire. Les grands-mères sont là pour prendre soin de leurs petits-enfants et aider leurs enfants. C'est à ça qu'elles étaient destinées. C'est à ça qu'elles étaient destinées. Comme si j'avais été une machine à reproduire dont le seul but était de servir les générations futures, comme si mes sentiments, mes besoins, ma dignité n'avaient aucune importance. Hugo pleure maintenant. Maman, je ne pense pas ça. Crois-moi, je ne pense pas ça. Je sais, Hugo. Je sais que tu ne penses pas ça, mais tu as permis à ta femme de me traiter comme si je le pensais. Tu l'as laissée m'utiliser comme une employée gratuite pendant 15 ans. Rebecca est furieuse parce qu'elle réalise qu'elle perd Hugo aussi. Hugo, ne prends pas son parti. Nous sommes ta femme et tes enfants. Nous sommes ta priorité. Hugo la regarde avec une expression que je n'ai jamais vue auparavant. Rebecca, ma mère fait aussi partie de ma famille, et tu viens d'admettre que tu la considères comme un objet dont on peut se servir quand ça nous arrange. Exactement, dit Eloisa. Et Julieta a parfaitement le droit de se protéger de ses abus. Les enfants voient tout ça. Ils voient leur mère hurler que leur grand-mère n'existe que pour les servir. Ils apprennent que les personnes âgées ne méritent pas le respect, que la famille est quelque chose dont on peut se servir quand ça nous arrange, et pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas coupable de me défendre. Soudain, j'entends des pas rapides monter l'escalier, une voix masculine que je reconnais immédiatement. Anselmo, Hugo l'a vraiment appelé. Mon cœur s'emballe, car je sais qu'Anselmo n'est pas venu en parent inquiet, il est venu en avocat avec des intentions très claires. Où est l'urgence? Demande Selmo en arrivant au 2e étage, sa mallette à la main et ce sourire faux qui m'a toujours fait froid dans le dos. Ah, tante Julieta, que se passe-t-il ici? Tante Julieta, tu ne m'as pas appelée depuis 100 ans, seulement quand tu as besoin de quelque chose. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, quand tu m'as demandé de te prêter $3000 pour une affaire qui n'a jamais prospéré, argent que, bien sûr, tu n'as jamais rendu.
Rebecca s'approche immédiatement de lui. Anselmo, merci d'être venu si vite. Nous avons besoin de ton aide professionnelle. Giulietta agit de manière irrationnelle, mettant les enfants en danger. Eloya descend les escaliers et se place devant Anselmo. Et toi? Je suis Anselmo Rivera, avocat et parent de Madame Giulietta. Puis-je te demander qui tu es? Je suis Eloisa, la voisine et amie de Giulietta, et témoin de tout ce qui se passe ici. Anselmo sort un carnet de sa mallette. Parfait. Vous pouvez donc témoigner du comportement erratique de ma tante. Vous avez remarqué des changements dans sa personnalité ces derniers temps. Des épisodes de confusion, de paranoïa, d'agressivité. Eloya rit, mais ce n'est pas un rire joyeux. Un comportement erratique. La seule chose erratique que j'ai jamais vue, c'est une femme de 71 ans défendant sa dignité contre une famille qui veut la maltraiter. Anselmo ignore sa réponse et se tourne vers Hugo. Primo, explique-moi exactement ce qui se passe. Pourquoi ta mère ne les laisse-t-elle pas entrer chez elle? Hugo semble mal à l'aise. Anselmo, ce n'est peut-être pas nécessaire. Maman a ses raisons d'être contrariée. Ses raisons. Rebecca l'interrompt aussitôt. Ses raisons, c'est qu'elle est devenue folle. Elle a changé les serrures sans prévenir. Elle nous laisse à la rue avec 4 jeunes enfants. Anselmo note quelque chose dans son carnet. Interessant. Changement soudain de serrure. Refus d'entrée aux membres de la famille proche. Manque de considération pour le bien-être des mineurs. C'est un mensonge, hurle Eloisa. Giulietta a changé les fers à cheval parce qu'il voulait lui prendre son lit, ses meubles, la forcer à dormir par terre, chez elle. Anselmo la regarde comme si elle était folle. Madame, s'il vous plaît, n'interférez pas avec mon évaluation professionnelle. Évaluation professionnelle. Don Roberto S. approach. Jeune homme, vous n'êtes ni médecin ni psychiatre, vous êtes avocat. De quelle autorité évaluez-vous la santé mentale de quelqu'un? Anselmo Serraidit. J'ai de l'expérience avec les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs, et ce que je vois ici, ce sont des signes évidents que ma tante a besoin d'une aide professionnelle. De ma fenêtre, je crie, Anselmo, quel signe? Le signe que je refuse d'être maltraité. Le signe que je défends ma maison contre les envahisseurs. Tante Juliette, descendez qu'on puisse parler poliment. Votre comportement effraie les enfants. Je ne descends pas. Et ce qui effraie les enfants, c'est vous avec vos cris et vos menaces. Anselmo supire theatralment. Tante, ton refus de coopérer ne fait que confirmer mes soupçons. Une personne rationnelle voudrait résoudre cette situation pour le bien de ses petits-enfants. Une personne rationnelle. Une personne rationnelle accepterait d'être réduite à l'état de servante gratuite dans sa propre maison. Qu'on lui vole son lit, son intimité, sa dignité. Eloya est furieuse. Monsieur l'avocat, avant de continuer à diffamer mon ami, vous devriez connaître tous les faits. Saviez-vous que ces deux-là ont loué votre maison pour gagner de l'argent? Qu'ils sont venus ici sans autorisation après que Giulietta leur a clairement dit qu'elle ne pouvait pas les recevoir? Anselmo paraît surpris un instant, mais se reprend vite. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a 4 mineurs en situation de négligence parce que leur grand-mère refuse irrationnellement de les héberger. Ils ne sont pas négligés. Yekri. Ils ont des parents. Des parents qui ont pris des décisions irresponsables et qui veulent maintenant que j'en paie les conséquences. Madame Mercedes hoche vigoureusement la tête. Exactement. Les enfants ont des parents parfaitement capables de leur trouver un hôtel. Anselmo la regarde avec dédain. Madame, s'il vous plaît, nous parlons d'une affaire juridique sérieuse. Nous n'avons pas besoin de l'avis selon lequel Don Roberto est offensé. L'avis de voisins respectables qui connaissent la situation mieux que vous. Anselmo se rend compte qu'il n'a pas le soutien qu'il attendait. Il change de tactique. Tante Giulietta, soyez raisonnable. Nous ne voulons que le meilleur pour vous. Si vous traversez une période difficile émotionnellement, il existe des professionnels qui peuvent vous aider. Des professionnels. Vous voulez parler des médecins qui vont me déclarer folle pour que vous puissiez prendre possession de mon appartement? Personne ne veut prendre possession du vôtre, tante. Nous voulons juste nous assurer que vous prenez des décisions judicieuses. Eloisa Rittermeerment. Quelle coïncidence que vous vouliez vous en assurer maintenant, alors que Giulietta a refusé d'être leur employée gratuite. Anselmo Essenquiet. Madame, je vous demande de ne pas vous mêler de mes affaires. J'interviens où bon me semble, crie Eloisa. C'est aussi ma maison, et je ne permettrai pas que mon ami soit maltraité. Hugo prend enfin la parole d'une voix fatiguée. Anselmo, je pense que c'était une erreur. Ma mère n'est pas folle, elle est juste blessée, et elle a raison.
Rebecca le fusille du regard. Hugo, tu ne peux pas prendre son parti maintenant. Je ne prends le parti de personne. Je reconnais que nous avons maltraité ma mère. Anselmo voit qu'il perd le contrôle de la situation. Hugo, réfléchis bien. Si ta mère est vraiment en bonne santé mentale, pourquoi laisserait-elle ses propres petits-enfants dans la rue? Parce qu'ils ne sont pas de sa responsabilité, dit une nouvelle voix. Nous nous retournons tous et voyons une élégante femme d'une quarantaine d'années monter les escaliers. C'est Susanna, la sœur cadette de Rebecca. Susanna. Rebecca a l'air surprise et alarmée. Que fais-tu ici? Je suis venue parce qu'Hugo m'a appelé désespérément pour demander de l'aide, et quand je suis descendue et que j'ai entendu les cris, j'ai décidé de monter voir ce qui se passait exactement. Susanna regarde autour d'elle, évaluant la scène. Sa sœur hurle, les enfants pleurent, les voisins indignés. Anselmo tient son carnet comme s'il allait arrêter quelqu'un. Rebecca, qu'est-ce que tu fous? Demande-t-il d'une voix glaciale. Je défends ma famille. Giulietta refuse de garder ses petits-enfants. Susanna s'approche des enfants et les serre dans ses bras. Pauvre, depuis combien de temps êtes-vous là, dans cet escalier? 2 heures, dit Sophia, l'aînée, d'une voix tremblante. 2 heures. Susanna regarde sa sœur avec horreur. Vous avez ces enfants qui hurlent dans l'escalier depuis 2 heures. C'est la faute de Giulietta, elle ne nous laisse pas entrer. Susanna regarde vers ma fenêtre. Madame Giulietta, excusez le comportement de ma sœur. Puis-je vous demander pourquoi vous ne pouvez pas les avoir? Finalement, quelqu'un demande au lieu de supposer. Susanna, je suis revenue d'une opération il y a 50 semaines. J'ai besoin de repos. Je leur ai dit que je ne pouvais pas encore les avoir, mais ils sont arrivés sans prévenir. Susanna hoche la tête, compréhensive. Et c'est vrai qu'ils ont loué leur maison. Oui, c'est vrai. Pour 100 000 $ par mois, se tourne Susanna vers Rebecca avec une expression de fureur extrême. Ils ont loué la maison et voulaient laisser les enfants à une femme qui venait d'être opérée. Sérieusement, Rebecca se sent piégée maintenant que sa propre sœur est là. Susanna, tu ne comprends pas toute la situation. Giulietta s'est toujours occupée des enfants. C'est comme une seconde nature pour elle. Sa seconde nature. Susanna est de plus en plus indignée. Depuis quand s'occuper de 4 enfants est-il une seconde nature pour une femme de 71 ans récemment opérée? Anselmo tente d'intervenir. Excusez-moi, mademoiselle, mais c'est une affaire juridique. J'évalue actuellement les capacités mentales de ma tante. Susanna le regarde comme s'il était un insecte. De qui es-tu l'avocat exactement? De Rebecca? D'Hugo? Ou es-tu ici en tant que membre de la famille inquiet? Je suis ici parce que je m'inquiète pour le bien-être de ma tante et de ses enfants. Ta tante va parfaitement bien. Les seuls qui créent des problèmes, c'est toi, qui débarque à l'improviste et qui exige d'entrer chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre, dit Rebecca désespérée. C'est la maison de ta grand-mère. La maison de ta grand-mère, se corrige Susanna. Non, ta maison. Elle a parfaitement le droit de décider qui entre et quand. Eloisa sourit pour la première fois de la soirée. Enfin quelqu'un de sensé. Susanna s'agenouille devant les enfants. Les bébés. Saviez-vous que grand-mère Giulietta venait de sortir de l'hôpital? Sophia, l'aînée, hoche la tête. Oui, maman nous a dit que grand-mère était malade, mais qu'elle allait mieux maintenant. Et elle nous a expliqué pourquoi ils allaient rester si longtemps chez elle? Non, dit Louis, le garçon de 8 ans. Elle nous a seulement dit qu'on allait passer du temps avec grand-mère pendant que papa travaillait. Susanna regarde Rebecca avec des yeux de braise. Tu leur as menti? Tu leur as fait croire que c'était des vacances? Je ne leur ai pas menti. Je leur ai juste dit le nécessaire pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Le nécessaire. Susanna est furieuse. Le nécessaire, c'était de ne pas leur dire qu'ils allaient vivre chez leur grand-mère pendant 3 mois, pendant que tu gagnais de l'argent. Anselmo essaie de reprendre le contrôle. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne compliquez pas encore la situation. L'important maintenant, c'est de trouver où ces enfants vont dormir. C'est facile, dit Susanna en se levant. Chez moi, chez toi. Rebecca a l'air alarmée. Susanna, tu as ta vie, ton travail. Exactement. J'ai ma vie et mon travail. Mais contrairement à toi, je ne vais pas laisser 4 enfants sur les marches d'un immeuble. Susanna sort son téléphone. Je vais appeler un grand taxi. Les enfants, rassemblez vos affaires. Vous venez avec moi ce soir. Non, Rebecca vous gêne. Vous ne pouvez pas emmener mes enfants. Oh non. Vous préférez qu'ils dorment dans la rue? Hugo réagit enfin. Rebecca accepte l'aide de Susanna. Les enfants ont besoin d'un endroit sûr pour dormir,
mais Rebecca perd le contrôle. Ce n'était pas prévu. Le plan était que Julieta s'occupe d'eux. C'est à ça que servent les grands-mères. Susanna la regarde avec dégoût. Le plan était d'exploiter une femme âgée récemment opérée pour que tu puisses gagner de l'argent facilement. Eloisa applauded. Altra. Enfin, quelqu'un dit les choses telles qu'elles sont. Anselmo réalise que sa stratégie ne fonctionne pas. Tante Giulietta, descenz, s'il te plaît. On peut trouver un accord civilisé. Il n'y a rien à se mettre d'accord, Anselmo. Et arrête de m'appeler tante comme si on était de la famille. Tu ne viens me voir que quand tu as besoin de quelque chose. Les voisins rient. Don Roberto hoche la tete. Sonora Julieta, vous tenez bon. Ne vous laissez pas manipuler. Sonora Mercedes crie depuis son balcon. Julieta, tout le quartier est de votre côté. Ne vous laissez pas manipuler. Susanna organise les enfants. Allez, les petits, prenez vos valises. Il y a des lits confortables chez tante Susanna, et demain on mangera des crêpes au petit déjeuner. Les enfants, las du drame, commencent à prendre docilement leurs affaires, mais Massia, le plus jeune, lâche la main de Susanna et court vers l'escalier. Grand-mère Julieta, crie-t-il de sa petite voix. Je veux voir grand-mère. J'ai le cœur brisé. Ce petit garçon ne comprend rien à ce qui se passe. Il sait seulement que sa grand-mère, qui l'accueillait toujours avec des bonbons et des câlins, refuse maintenant d'ouvrir la porte. Massia, mon amour, je crie par la fenêtre. Grand-mère t'aime beaucoup, mais elle ne peut pas les prendre chez elle maintenant. Tante Susanna s'occupera très bien d'eux. Pourquoi pas toi, grand-mère? Es-tu en colère contre nous? Les larmes coulent sur mon visage. Je ne suis pas en colère contre toi, mon amour. Je ne pourrai jamais l'être. Grand-mère a juste besoin de se reposer un peu plus. Susanna prend Massia dans ses bras. Petit, grand-mère Julieta était très malade. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin de beaucoup de repos pour aller mieux. Comme quand j'avais la grippe et que je ne pouvais pas aller au parc. Exactement, comme quand tu avais la grippe. Parfois, on a besoin de temps pour guérir. Rebecca est désespérée, voyant qu'elle perd aussi les enfants. Susanna, tu ne peux pas les prendre. Ce sont mes enfants, et tu es leur mère, dit Susanna fermement. C'est pourquoi c'est ta responsabilité de leur trouver un endroit sûr où dormir, pas de les laisser pleurer dans les escaliers. Le taxi arrive et klaxonne. Susanna prend Massia dans ses bras et prend la main de Carmen. Hugo, aide-moi à porter les valises. Hugo obeyed in silence. Il a l'air gêné, abattu. Alors qu'il charge les valises dans le taxi, il lève les yeux vers moi. Maman, pardonne-moi. Tu as raison sur tout. Je ne savais pas à quel point on t'a maltraité. Je sais, Hugo, mais savoir ne suffit pas. J'ai besoin que tu changes les choses. Je le ferai. Je te le promets. Rebecca s'approche du taxi, désespérée. Hugo, on ne peut pas rester chez ma sœur. Il faut trouver une autre solution. La solution était de respecter la décision de ma mère depuis le début, dit Hugo d'une voix fatiguée. Mais tu as choisi de compter sur sa gentillesse. Anselmo range son carne, frusta. Tante Julieta, ça ne s'arrête pas là. Je veillerai à ton bien-être. Anselmo, dit Eloya d'une voix menaçante. Si tu embêtes encore Julieta avec de fausses menaces, j'appellerai moi-même le barreau pour te dénoncer pour abus. Anselmo part sans un mot. Rebecca monte dans le taxi en pleurant, mais ce ne sont plus des larmes de manipulation, ce sont des larmes de rage car son plan a complètement échoué. Avant le départ du taxi, Sophia baisse la vitre. Grand-mère Julieta, je t'aime. Remets-toi vite. Je t'aime aussi, ma fille. Sois gentille avec tante Susanna. Le taxi démarre, et enfin, le silence s'installe dans mon immeuble. Les voisins commencent à se disperser, mais ils s'approchent d'abord de ma fenêtre. Julieta, tu as bien fait, dit don Roberto. Ne te laisse pas culpabiliser. Madame Mercedes hoche la tête. Tu es une femme très courageuse. Peu de gens de notre âge osent se défendre comme ça. Eloisa s'approche de mon appartement et frappe doucement. Julieta, puis-je entrer? Je crois que tu as besoin de compagnie après tout ça. Pour la première fois de la nuit, j'ouvre ma porte. Eloisa entre et me serre immédiatement dans ses bras. Je pleure comme je n'ai pas pleuré depuis des années, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de libération, de soulagement, d'avoir enfin trouvé le courage de me défendre. Julieta, je suis si fière de toi, dit-elle en me servant une tisane à la camomille. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Je suis assise sur mon canapé, dans mon salon, entourée de mes affaires, et pour la première fois depuis des semaines, je me sens vraiment en paix. Plus de valises empilées dans les coins.
Plus de jouets éparpillés dans l'appartement. Plus de cris d'enfants courant dans les couloirs. Juste ma maison, calme et rangée comme il se doit. Tu crois que j'ai bien fait? Je demande à Eloisa. Je ne suis pas une horrible grand-mère pour leur avoir refusé l'entrée. Une horrible grand-mère? Eloisa crache presque son thé de rire. Julieta, tu es la grand-mère la plus généreuse que je connaisse. Le problème, c'est qu'ils ont pris ta générosité pour de la faiblesse. Elle a raison. Pendant 15 ans, j'ai confondu amour et soumission. Je pensais qu'aimer ma famille signifiait dire oui à tout, me sacrifier sans limite, toujours faire passer leurs besoins avant les miens. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de l'autodestruction. Mon téléphone sonne. C'est un message de Susanna. Sonora Julieta, les enfants vont bien. Ils ont dîné, pris un bain et dorment déjà. Demain, nous parlerons calmement de tout cela. Merci de nous avoir appris qu'on peut se défendre avec dignité. Je montre le message à Eloisa, et nous sourions toutes les deux. Susanna s'est avérée être l'ange que je n'attendais pas, la personne censée au milieu du chaos. Une autre notification sur mon téléphone. Cette fois, c'est Hugo. Maman, je suis dans un hôtel près de chez Susanna. Rebecca est furieuse contre moi. Elle dit que je suis une traîtresse de ne pas l'avoir soutenue. Mais tu avais raison sur toute la ligne. Je m'excuse pour toutes ces années. Demain, je veux aller te parler, seule, pour que tu m'expliques comment arranger ça. Je le montre aussi à Eloya. Elle hoche la tête d'un air approbateur. Au moins, ton fils commence à se réveiller. Mais il était temps. 20 minutes supplémentaires s'écoulent dans un silence confortable. Eloya m'aide à ramasser le peu de vaisselle sale que j'ai. Elle s'assure que toutes les fenêtres sont bien fermées. Elle vérifie que la porte est verrouillée. Sais-tu ce qui me procure le plus de satisfaction dans tout ça? Je lui dis en me préparant à aller au lit. Pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas coupable de me fixer des limites. C'est ça, Julieta. Les limites ne sont pas des murs pour blesser les autres. Ce sont des barrières pour nous protéger. Le lendemain matin, je me réveille, et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai plus mal au dos. Pas de bruit d'enfants qui courent, pas de télévision qui hurle, pas de cris pour le petit déjeuner, juste le silence doré de ma maison paisible. Je prépare mon thé calmement, sans me presser. Je m'installe à la table de la salle à manger, celle que ma mère m'a offerte, et je prends mon petit déjeuner en regardant par la fenêtre. La journée est belle, ensoleillée, pleine de possibilités. Mon téléphone sonne. C'est Hugo. Maman, je peux venir te parler? Juste moi, sans Rebecca, sans enfant. J'ai beaucoup de choses à régler. Je réponds oui, mais ce sera au café du coin, en terrain neutre. Je ne suis pas prête à le voir revenir chez moi. Je dois encore protéger mon espace. 1 heure plus tard, je suis assise en face de mon fils au café, où je vais depuis des années. Hugo a l'air différent, plus petit, comme s'il avait perdu l'arrogance qu'il avait toujours eue avec Rebecca. Maman, commença-t-il d'une voix brisée, je ne sais pas par où commencer pour m'excuser. Commence par reconnaître exactement ce qu'ils ont fait de mal, lui dis-je, parce que si tu ne comprends pas les erreurs, tu les répéteras. Hugo hoche la tête et sort un carnet de sa poche. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière, alors j'ai fait une liste de tout ce dont je me souvenais. Je veux que tu me corriges si j'oublie quelque chose. Il commence à lire une liste dont la sincérité me surprend. Les $1000 que nous n'avons jamais rendus, les cadeaux coûteux que nous attendions à chaque anniversaire et à chaque Noël, les fois où nous avons disparu pendant des jours, te laissant avec les enfants sans prévenir, les commentaires sur ton âge, sur ce que tu devrais faire en tant que grand-mère. Mais le pire, poursuit-il les larmes aux yeux, c'est qu'on t'a traité comme une employée plutôt que comme ma mère, comme si ta seule valeur résidait dans ce que tu pouvais faire pour nous. Exactement. Je lui dis que c'était ça le pire. Pas l'argent, pas la fatigue, mais le sentiment que pour ma propre famille je n'étais pas une personne à part entière, juste une fonction. Hugo pleure ouvertement maintenant. Maman, comment puis-je arranger ça? Que dois-je faire pour regagner ta confiance? D'abord, je lui explique, tu dois admettre que tu ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui me voit comme un objet. Rebecca ne changera pas. Hugo l'a clairement dit hier soir. Hugo reste silencieux un long moment. Je sais, dit-il enfin. Je le sais depuis des années, mais je ne voulais pas l'admettre. Rebecca a toujours été manipulatrice, mais je pensais que c'était juste avec moi. Ce n'est pas juste avec toi, c'est sa façon de voir le monde. Elle croit sincèrement que les personnes âgées existent pour la servir. Ensuite, je continue. Tu dois lui fixer des limites claires sur la façon dont elle va me traiter. Si elle ne me respecte pas en tant que personne, alors elle ne pourra pas faire partie de ma vie. Et des enfants? Demande-t-elle d'une voix brisée. Tu ne verras plus tes petits-enfants, Hugo. J'aime ces enfants plus que ma propre vie, mais je ne peux pas continuer à être leur grand-mère esclave.
Si tu veux que j'entretienne une relation avec eux, elle doit être basée sur le respect mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que les visites soient planifiées à l'avance, que personne ne se présente à l'improviste pour me demander de garder les enfants. Que si tu as besoin d'une baby-sitter, tu me demandes respectueusement si je peux, et j'accepte ma réponse. Que ce soit oui ou non, cela signifie que je ne suis pas ta baby-sitter gratuite. Hugo hoche la tête. Je comprens. Autre chose? Oui, je veux les 1000 $ que tu me dois. Pas forcément tout d'un coup, mais je veux un vrai plan de paiement, et je veux que tu reconnaisses publiquement devant les enfants que tu t'es excusé de m'avoir maltraité. Hugo a l'air choqué devant les enfants, surtout les garçons. Ils ont besoin de voir que les personnes âgées méritent le respect, que les grands-mères ne sont pas des objets à manipuler. S'ils ne l'apprennent pas maintenant, ils répéteront le même schéma avec leurs propres parents une fois adultes. Hugo prend note de tout ce que je dis. Son attitude est complètement différente de d'habitude. Pour la première fois, il m'écoute vraiment, il n'attend pas seulement son tour pour parler. Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Quand as-tu commencé à comprendre qu'on te maltraitait? Était-ce progressif, ou y a-t-il eu un moment précis? Au début, c'était progressif. J'explique les petites choses qui me dérangeaient, mais que je justifiais. Mais le moment précis, c'est quand Rebecca m'a dit qu'à mon âge, je n'avais plus besoin d'autant d'espace. C'est là que j'ai compris que pour elle, je n'étais pas une personne à part entière, juste un obstacle à tolérer. Hugo se couvre le visage de ses mains. Mon Dieu, maman, t'a-t-elle vraiment dit ça? Elle m'a dit ça et bien plus encore. Elle m'a donné l'impression d'être un fardeau, comme si mon confort n'avait plus d'importance parce que je suis vieille. Tu n'es pas un fardeau, maman. Tu es ma mère et tu mérites tout mon respect et mon amour. Merci de l'avoir dit, Hugo. Mais les mots ne suffisent pas. J'ai besoin de voir des actes. Tu les verras, me promet-il avec détermination. Je ne sais pas comment je vais gérer la situation avec Rebecca, mais tu les verras. Nous restons silencieux quelques minutes, sirotant notre café. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de parler vraiment à mon fils, et non au mari de Rebecca, qui a dû choisir entre lui faire plaisir ou me respecter. Hugo, je lui dis enfin, je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aimerai toujours, mais aimer ne signifie pas me permettre de me manquer de respect. Je comprens, maman. Et je t'aime aussi, c'est pourquoi je vais tout faire pour arranger ça. 3 mois se sont écoulés depuis cette nuit dramatique sur les marches de mon immeuble. 3 mois qui ont complètement changé ma vie et ma relation avec ma famille. Je suis assise sur mon canapé, dans mon appartement, à écrire dans le journal que j'ai commencé à tenir après tout ce qui s'est passé. Eloisa m'a suggéré d'écrire pour gérer mes émotions, et elle avait raison. Le premier mois a été le plus dur. Rebecca a tout essayé pour me faire céder. Elle m'a appelée en pleurant. Elle m'a envoyé des photos des enfants avec des visages tristes. Elle est même revenue 2 fois de plus chez moi. Mais je n'étais plus seule. Les voisins étaient devenus mes tuteurs. Dont Roberto et Sonora Mercedes se relayaient pour s'assurer que personne ne m'importune. La 2e fois que Rebecca est venue, dont Roberto l'a interpellée directement dans le hall. Il lui a dit que si elle continuait à harceler une femme âgée qui venait d'être opérée, il appellerait lui-même la police. Rebecca est partie en trombe, criant que nous étions tous des vieux curieux, mais elle n'est pas revenue. Hugo, lui, vient me voir tous les samedis depuis 3 mois. Au début, nos conversations étaient tendues, rythmées par des silences gênés et des larmes. Mais petit à petit, nous avons reconstruit notre relation sur des bases nouvelles et plus saines. Il me paye les 1000 $ qu'il me devait, 2 cents $ par mois. Religieusement, cela fait déjà 600 $. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais pour moi, cela représente quelque chose de plus important, le respect. C'est la première fois en 15 ans qu'ils tiennent une promesse financière. Mais le plus important, c'est qu'Hugo a pris la décision que je savais qu'il devait prendre, sans oser le lui demander directement. Il s'est séparé de Rebecca. Ça n'a pas été facile pour lui. Il m'a dit qu'ils avaient eu de terribles disputes pendant des semaines. Rebecca l'a accusé d'avoir préféré sa mère manipulatrice à sa propre femme. Il lui a dit que je lui avais fait un lavage de cerveau, qu'il était un mauvais père pour ne pas avoir défendu ses enfants. Mais Hugo avait enfin ouvert les yeux. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand Rebecca a essayé d'utiliser Anselmo pour prouver que j'étais mentalement incapable. Il s'est avéré que je lui avais donné de fausses informations, lui disant que je parlais tout seul, que je laissais la cuisinière allumée et que j'oubliais des choses importantes. Que des mensonges, bien sûr, mais Anselmo construisait un dossier pour me déclarer incompétent. Hugo a découvert les plans de Rebecca en trouvant des courriels entre elle et Anselmo. C'est là qu'il a réalisé le niveau de manipulation et de cruauté dont sa femme avait fait preuve. Elle ne voulait pas seulement utiliser ma maison, elle voulait me la confisquer complètement.
Cette révélation a mis fin à leur mariage. Hugo vit maintenant dans un petit appartement près de chez Susanna, où les enfants ont séjourné temporairement. Il est en instance de divorce et se bat pour la garde partagée. Il me dit que c'est la décision la plus difficile qu'il ait jamais prise, mais aussi la bonne. Et mes petits-enfants aussi. Oh, mes petits-enfants. Il lui manquait tellement que c'était douloureux, mais Hugo a tenu sa promesse. Il y a un mois, elle m'a emmené leur rendre visite, un par un, pour leur expliquer ce qui s'était passé. Sophia, l'aînée, a été la première. À 10 ans, elle est très intelligente et a tout de suite compris. Grand-mère Julieta m'a dit, maman disait toujours que tu devais faire tout ce qu'elle voulait parce que tu étais notre grand-mère. Mais tu es aussi une personne, n'est-ce pas? Oui, mon amour, je suis aussi une personne avec des sentiments. Elle s'est excusée au nom de tous ses frères et sœurs. Elle a dit qu'elle ne savait pas que c'était mal de venir sans prévenir, qu'elle ne savait pas qu'elle me blesserait. Nous avons pleuré ensemble, puis nous avons fait des biscuits comme au bon vieux temps, mais avec une nouvelle compréhension mutuelle. Louis, le petit de 8 ans, a été plus direct. Pourquoi maman t'a crié dessus, grand-mère? Pourquoi a-t-elle dit que tu étais méchante? J'ai expliqué, avec des mots adaptés à son âge, que parfois les adultes se comportent mal lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ces cris ne sont pas acceptables, même si nous sommes bouleversés. Carmen, 6 ans, m'a demandé si je ne les aimais plus. Je leur ai assuré que je les aimais autant que d'habitude, mais que nous avions désormais de nouvelles règles pour nous rendre visite. Des règles qui nous protègent tous. Et Massia, mon fils de 3 ans, a sauté sur mes genoux et m'a dit « Grand-mère, tu n'es plus malade? On peut jouer maintenant. » Oui, mon amour, on peut jouer maintenant. Maintenant, je les vois toutes les 2 semaines, le samedi après-midi. Hugo les amène après le déjeuner et ils restent jusqu'à 18 heures. Ces visites sont planifiées, respectueuses, pleines d'amour, mais aussi avec des limites claires. Les enfants ont appris que grand-mère Julieta les aime, mais qu'elle a aussi des règles à respecter. Je n'apporte plus de cadeaux coûteux et je ne dépense plus d'argent que je n'ai pas pour eux. À la place, nous faisons des activités ensemble, nous cuisinons, jouons aux cartes, regardons des films. Je leur ai appris que l'amour ne se mesure pas en dollars dépensés, mais en moments de qualité partagés. Rebecca a d'abord essayé de saboter ses visites. Elle a dit aux enfants que j'étais méchante, que je ne les aimais pas, que leur père l'avait abandonnée à cause de leur grand-mère folle. Mais les enfants ne la croient plus. Ils ont vu la différence entre mes visites calmes et affectueuses et le drame constant de ma mère. La semaine dernière, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Susanna, la sœur de Rebecca. Sonora Julieta, m'a-t-elle dit, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait ce soir-là. Me remercier. Pourquoi? Parce qu'elle nous a appris à tous qu'il est normal de dire non, qu'il est normal de se défendre, qu'aimer ne signifie pas se laisser abuser. Elle m'a dit qu'après avoir vu comment je me défendais, elle avait aussi fixé des limites à Rebecca. Elle lui a dit que je pouvais l'aider temporairement avec les enfants, mais qu'elle ne me laisserait pas la traiter comme une employée gratuite, que si elle voulait de l'aide, ce devait être avec respect et gratitude. Elle m'a aussi dit que d'autres membres de la famille avaient commencé à se défendre contre Rebecca. Apparemment, je n'étais pas la seule qu'elle manipulait et exploitait. C'était un comportement qui durait depuis des années, mais personne n'avait osé la confronter avant de me voir le faire. Hugo m'a confirmé cette information. Il m'a dit que la famille de Rebecca était en prison parce que, pour la première fois que quelqu'un n'avait pas cédé à ses manipulations, j'avais été un exemple qu'il était possible de se défendre. Ce n'était pas. Mon intention était de devenir un exemple pour qui que ce soit. Je voulais seulement protéger ma dignité et ma santé. Mais apparemment, lorsqu'une personne âgée s'affirme fermement, elle inspire les autres à faire de même. Anselmo, d'ailleurs, a dû faire face aux conséquences de ces fausses menaces de poursuite. Eloisa a tenu sa promesse et l'a dénoncé au barreau. Il a été officiellement réprimandé pour avoir tenté d'intimider une personne âgée avec des poursuites judiciaires infondées. Il n'ose même plus me saluer quand nous nous croisons dans la rue. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, je peux honnêtement dire que je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Mon appartement est redevenu mon sanctuaire. J'ai des routines tranquilles que personne n'interrompt. Je lis, je regarde mes émissions préférées et je cuisine sans me presser. Eloya et moi sommes devenus meilleurs amis. Nous déjeunons ensemble tous les après-midi, nous partageons des livres et nous allons au marché le mercredi. J'ai une famille riche. Une vie sociale qui ne dépend pas de mon rôle de grand-mère serviable. Mes voisins me traitent avec un respect nouveau. Don Roberto me dit que je suis la femme la plus courageuse qu'ils connaissent. Sonora Mercedes me parle de ses propres problèmes familiaux et me demande conseil. Je suis devenue, sans le vouloir, une sorte de conseillère pour les personnes âgées maltraitées par leur famille et mes finances. Pour la première fois depuis des années,
Mes finances sont stables. Je ne dépense pas une fortune en cadeaux inutiles. Je ne prête pas d'argent que je ne récupérerai pas. Je ne paie pas les dépenses des autres. Grâce à ma retraite et aux mensualités d'Hugo, je peux vivre confortablement sans stress financier. Mais surtout, j'ai retrouvé ma dignité. Je ne me sens plus comme une employée de ma propre vie. Je n'accepte plus qu'on me manque de respect par peur de perdre l'amour de ma famille. J'ai appris que le véritable amour ne nécessite pas de sacrifices abusifs. Ce matin, Hugo m'a apporté une lettre de Sofia, ma petite fille aînée. Elle disait « Chère grand-mère Julieta, merci de nous avoir appris que les grand-mères sont aussi des personnes importantes. Quand je serai grande, je traiterai ma grand-mère comme tu le mérites. Je t'aime tellement, Sofia. » J'ai pleuré en lisant cette lettre. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que ma décision de me défendre m'a non seulement sauvée, mais qu'elle a aussi enseigné à mes petits-enfants une leçon inestimable de respect et de dignité. Le soleil filtre à flot par ma fenêtre, illuminant mon salon calme et bien rangé. Dans quelques heures, Hugo viendra avec les enfants pour notre visite hebdomadaire. On va faire du pop-corn et regarder un film ensemble. Ce sera un après-midi parfait, plein d'amour, mais aussi de respect mutuel. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas coupable d'être heureuse comme je le souhaite. Je m'appelle Julieta, j'ai 71 ans et j'ai enfin appris qu'il est normal de dire non, de se fixer des limites, de s'affirmer et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à se respecter. Non.